dans l'actualité de ce 17 décembre, les suites de deux procès très attendus, le procès de l'affaire Charbonfin et celui de l'affaire CNSS, deux procès qui posent le problème de la bonne gouvernance dans les administrations publiques, les détails du déroulement de ces deux rendez-vous dans ce journal. Et pendant ce temps, la Direction générale des impôts organise sa 8e conférence annuelle. Après 7 éditions, eh bien, l'heure est au bilan. Là encore, les détails dans ce 19h30. Et puis, plus de 400 milliards de francs CFA pour le deuxième compact MCA. Mais le chemin est encore long pour voir les projets dans le secteur de l'électricité se réaliser. Coup de projecteur ce soir sur les différentes étapes à franchir. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. Ce sont deux procès qui défraient la chronique et qui sont très attendus parce qu'ils impliquent non seulement des structures étatiques au plus haut niveau, mais aussi des entreprises privées, des grosses entreprises privées. L'affaire CNSS et l'affaire Charbonfin. Nous commençons tout de suite avec le procès de l'affaire Charbonfin, une affaire d'exportation frauduleuse d'or impliquant l'entreprise minière IAMGOLD et SACAN et des structures étatiques au plus haut niveau, allant même jusqu'au ministère des Mines. Le ministre des Mines est toujours en poste, faut-il le rappeler au passage. Eh bien, ici, les enjeux sont très énormes, ce qui explique peut-être la bataille des procédures qui fait rage entre la défense et l'accusation. Reportage Arsène Konditamde. C'est une guerre de tranchées que mènent les parties prenantes à ce procès dit du Charbonfin. Prenant la parole, le conseil d'IAMGOLD et SACAN soulève d'entrée de jeu des exceptions. Il remet en cause l'ensemble de la procédure, notamment celle qui a permis la désignation de 2 experts pour la constatation des infractions. Pour la défense, le tribunal ne peut statuer sur la base d'un document produit de façon cavalière. Il demande donc au président du tribunal de prononcer la nullité de ce document. La loi qui était en vigueur au moment des faits a dit que c'est le juge d'instruction et le juge au siège qui peuvent désigner un expert. Le parquet peut désigner une personne qualifiée pour faire une constatation qui est différente de l'expertise. À supposer même que si le parquet était habilité à les désigner, n'ont pas obéi aux règles légales pour faire leur travail. Un expert doit prêter serment devant un juge au siège et à la prestation de serment devant un substitut. C'est pourquoi nous demandons au tribunal de constater ces vices déjà dans un premier temps et d'annuler la procédure. Pour la partie civile, le parquet a agi conformément aux prérogatives que lui confère la loi. Elle estime que si la défense trouve le rapport à charge contre les prévenus, elle peut demander une contre-expertise. Mais il est hors de question que la nullité soit prononcée alors qu'elle n'a aucune base légale. Est-ce que sous couvert d'exporter du charbon fin, effectivement, c'est du minerai qu'on a exporté? Voilà les questions fondamentales. Maintenant, moi je suis d'accord qu'on dise que l'expertise qui a été faite n'est pas bonne, mais on peut demander une contre-expertise. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les prévenus ne demandent pas une contre-expertise. C'est tant qu'ils sont sûrs de leur fait, mais ils auraient dû depuis tout ce temps demander une contre-expertise. Mais bon, moi j'ai comme l'impression que, oui, parce que le fond du dossier n'est pas bon et on a attendu arriver pour eux, mais donc ils s'accrochent sur la faute, même si c'est leur droit. Pour les avocats des prévenus, il n'est pas question à l'étape actuelle de demander une contre-expertise, d'autant plus que le document produit est tout sauf un rapport d'expertise. L'audience a été suspendue après 7 heures de débats procéduraux. Les travaux vont se poursuivre ce 18 décembre 2019. Et on reste au tribunal de grande instance de Ouagadougou où se déroule cet autre procès, celui de l'affaire CNSS. Vous vous souvenez, ce recrutement à la Caisse nationale de sécurité sociale entaché de suspicions, de fraude, de favoritisme et de népotisme. Une enquête est menée. Le directeur des ressources humaines est démis de ses fonctions. 7 personnes sont inculpées. 7 personnes qui ont été appelées à la barre ce 17 décembre. Eh bien, tous les accusés ont plaidé non coupables. On retourne, comme je vous le disais, au tribunal de grande instance de Ouagadougou avec Roméo Koyeta. Après plusieurs reports, les débats au fond ont finalement débuté dans ce procès, dit recrutement frauduleux de 85 agents de la CNSS. Ce matin, les 7 prévenus étaient à la barre. Les interrogatoires ont débuté avec l'ancien directeur des ressources humaines de l'institution, principal accusé dans ce dossier. Il est poursuivi pour favoritisme, népotisme, conflit d'intérêts et fraude. Des accusations niées en bloc par le mis en cause. Le parquet a révélé des irrégularités dans la procédure ayant abouti au recrutement.
L'accusé Norbert Zeba, directeur des ressources humaines de la CNSS au moment des faits, était cumulativement président du jury de surveillance du concours, vice-président des jurys de délibération et de l'entretien. Il fait partie des 3 personnes ayant procédé au choix des sujets. Après la composition, les copies ont passé 39 jours dans son bureau. La levée des anonymats et le report des notes ont été faites par des personnes qu'il a désignées sans associer les délégués du personnel. Au délibéré, son épouse, sa sœur et ses 2 frères ont tous été admis au test de recrutement. De quoi éveiller les soupçons de fraude selon le parquet et la partie civile. Les irrégularités sont un fait. C'est un fait qu'on ne peut pas contester puisque tout le monde voit que la même copie, une copie qui comporte des réponses, a fait l'objet d'une copie. C'est-à-dire des gens s'asseyent et puis recopient littéralement les réponses d'une autre personne qui a eu une bonne note. Et puis finalement, c'est eux qui sont ceux qui ont profité de la note de l'autre, qui sont finalement déclarés admis. Et puis les autres sont sur la liste d'attente ou qui ne sont même pas admis. Donc pour nous, ce n'est pas qu'on est convaincu, mais est-ce que finalement le fait là, il est avéré ou pas? C'est un fait avéré. Maintenant, quant à la responsabilité, on va les situer. Pour la défense, il y a certes eu des irrégularités dans le processus, mais pour l'instant, aucun élément n'implique leurs clients dans ce dossier, soutient-il. Je peux en convenir avec vous qu'il y a des irrégularités, mais nous ne devons pas devant un tribunal administratif qui doit constater qu'il y a eu des irrégularités ou pas. Nous sommes devant un tribunal correctionnel où on reproche des faits de nature infractionnelle à des personnes et qu'il appartient au procureur de démontrer en quoi il y a eu substitution, quels sont ces actes de substitution, la fraude consiste en quels sont les actes qui constituent bien sûr la fraude, c'est ce que nous voulons voir. Avant les débats au fond, les parties au procès ont opiné sur un rapport d'expertise commandité par le parquet et versé au dossier. L'expertise mettant en exergue d'autres insuffisances constatées dans le processus de recrutement. Mais finalement, il a été écarté du dossier par le président du tribunal. Le procès, quant à lui, est suspendu et reprendra le 7 janvier prochain. Et on parle maintenant de l'autre mamelle nourricière de l'économie burkinabé, la Direction générale des impôts. Elle n'est mêlée à aucun dossier judiciaire. C'est donc avec sérénité que la DGI a organisé sa 8e conférence annuelle ce mardi. Après 7 éditions, l'heure est au bilan et aux perspectives. Qu'est-ce qui a été réalisé? Quels défis faut-il encore relever? Les réponses avec Alexis Belem Naba. Le pari est tenu depuis 2012, cette édition de la CADGI. La conférence annuelle de la Direction générale des impôts est sans interruption. Connaissance des métiers de la DGI, management. À cette 8e conférence, il est question de faire une évaluation de l'organisation des éditions précédentes. C'est l'occasion pour cette direction de passer en revue toutes les recommandations qu'elles ont eu à faire à travers les 7 conférences précédentes et qui ne sont pas des moindres pour voir ce qui a marché en matière de mise en œuvre et ce qui reste à perfectionner pour pouvoir donc leur donner un nouvel élan parce que c'est quand même la plus grande régie des recettes du pays qui mobilise à elle seule près de 900 milliards donc, de francs CFA pour les recettes internes. Donc les enjeux sont très grands et elles sont, je pense que les agents de la Direction générale des impôts sont conscients de cela et vont se pencher vraiment avec efficacité sur cette question. 90% des objectifs assignés sont atteints par cette direction. D'ores et déjà, la ministre déléguée chargée du budget félicite la Direction générale des impôts pour son engagement et son abnégation au travail. Je les ai félicités pour leur engagement et leur abnégation au travail, ce qui a permis aujourd'hui qu'ils puissent en tout cas présenter des résultats qui sont satisfaisants parce qu'ils atteignent aujourd'hui plus de 90% donc, des objectifs qui leur ont été assignés, ce qui est fort appréciable quand on se réfère donc au contexte qui est assez difficile. Donc c'est quand même des résultats appréciables, mais comme je l'ai dit également, on ne doit pas se réjouir de cela et puis voilà, dormir sur les lauriers. Il faut encore plus d'engagement, plus d'abnégation parce que nous attendons beaucoup de cette régie. Les populations attendent beaucoup de ressources internes pour financer le développement.
pour l'année 2019, un objectif de recouvrement des ressources de près de 860 milliards de francs CFA a été assigné à la DGI, soit une hausse de plus de 100 milliards de francs CFA par rapport au recouvrement effectif de 2018. Peut-être bientôt la création d'une école de formation d'ingénieurs statisticiens au Burkina Faso. L'étude a été menée par le programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, le PAPGS, qui a tenu hier sa deuxième session de bilan. Objectif, faire le point de la mise en œuvre du programme budgétaire 2019. Archimède Boy. Réunis autour de cette table, les acteurs du programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques, PAGPS, font le point de leurs activités. Le bilan de ces activités initiées dans le cadre du programme budgétaire 2019, pilotage et soutien des services du ministère de l'économie, des finances et du développement, est jugé satisfaisant. Oui, le bilan est satisfaisant. Au bout des 11 premiers mois de mise en œuvre du projet, nous sommes à un taux d'exécution physique de 78,6% et un taux d'exécution financière de 79%. Et il y a des activités qui sont très avancées, qui montrent que d'ici la fin de l'année, ces taux seront encore meilleurs. L'objectif principal du PAGPS vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques et la gestion des moyens de l'État. Pour y arriver, plusieurs actions ont été menées avec les acteurs. Des activités de renforcement des capacités ont été réalisées à travers des formations et l'acquisition d'équipements pour les bénéficiaires. Et une étude importante a été réalisée et porte sur la faisabilité de l'installation d'une école de formation d'ingénieurs statisticiens au Burkina Faso. Et des outils ont été élaborés, dont donc une étude sur la stratégie de la promotion du civisme fiscal, une doctrine fiscale, beaucoup d'outils vraiment qui doivent contribuer à l'amélioration de la gestion des finances publiques. Au thème de cette deuxième session, le comité de revue du PAGPS veut consolider les acquis enregistrés en 2018 et 2019. Au nombre de ces acquis, l'on peut énumérer que le pays dispose désormais d'un outil mis à jour pour effectuer des prévisions macroéconomiques. En 2016, le Burkina Faso a été sélectionné pour un deuxième compact MCA, mais il va falloir attendre jusqu'en 2021 pour voir un début de réalisation des 3 projets concernés dans le secteur de l'énergie. Tout un cheminement, étape après étape, expliqué ici dans ce dossier signé Rémi Lambert-Nébier. Le Burkina Faso atteint avec grand espoir les 489,1 milliards de francs CFA du second compact, soit le double du premier, pour booster son secteur énergétique dont le déficit est un véritable obstacle à son développement économique. Les acquis du premier compact dans la sécurisation foncière et la construction des infrastructures routières sont visibles à travers le pays. La formulation du second compact est sur de bons rails. La partie burkinabé et celle américaine sont au stade de la prise d'engagement concrétisée le 6 décembre dernier par la signature d'un aide-mémoire. L'aide-mémoire, pour le définir brièvement, je dirais que c'est l'ensemble des conditions et des engagements clés du gouvernement en matière de réforme. C'est-à-dire, le second compact travaille dans le domaine de l'électricité et avant, n'est-ce pas, que le partenaire puisse définir son budget, il veut savoir ce dont le gouvernement est disposé, n'est-ce pas, à faire dans le domaine de l'électricité pour créer les conditions favorables à ce que les investissements atteignent leurs résultats escomptés. Ces engagements permettent en fait à l'équipe technique de proposer et de défendre un budget au niveau de leur hiérarchie. La faiblesse de l'accès à l'énergie, le coût et la qualité de l'électricité sont les principales contraintes à l'efficacité énergétique au Burkina Faso. Les investissements du second compact devront contribuer à la hausse des indicateurs en la matière. 3 principaux projets sont proposés par le Burkina Faso avec des objectifs bien définis. Alors, le premier projet, c'est le renforcement de l'efficacité du domaine de l'électricité. Voilà, là, il y a un renforcement de la gouvernance et de la régulation du secteur et deuxièmement, renforcement des capacités des acteurs. Alors, le deuxième projet concerne l'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse. Donc,
Et ça passe par exemple, de l'assistance technique, ça passe par des garanties, des systèmes de garantie qu'on veut mettre en place pour que les IPP qui veulent, n'est-ce pas, s'investir sur le terrain aient un accompagnement adéquat pour pouvoir travailler sur le terrain. Alors, le troisième et dernier projet, c'est réseau et accès. Alors là, on a le renforcement des réseaux électriques de Ouaga et Bobo, la première composante. Bon, là, à Bobo, c'est une boucle de lignes de transport qu'on veut faire autour de la ville. Alors, on avait une deuxième composante qui concernait donc, le réseau intérieur. Bon, là, c'était des lignes qui étaient envisagées dans les régions. Bon, mais avec les questions d'insécurité, etc., bon, le partenaire est un peu réservé par rapport à ce type d'investissement. Bon, mais nous continuons à espérer qu'avec l'amélioration de la situation sécuritaire, on pourrait éventuellement rattraper avec quelques lignes qu'on pourrait éventuellement faire. Outre l'amélioration de la qualité et l'accès à l'énergie, le second compact espère contribuer à long terme à la réduction du coût de l'énergie. Mais le chemin reste encore long pour voir le début de la mise en œuvre de ces projets structurants sur le terrain. D'ici à février, c'est le mémorandum d'investissement que le MCC doit élaborer et présenter à son comité. Ensuite, le gouvernement va être invité donc, à effectuer une mission en avril à Washington pour procéder à des négociations. Alors, le document du compact en lui-même va être élaboré et soumis en fait, au conseil d'administration du MCC. Voilà, ça c'est prévu pour le mois de juin. Et immédiatement après, si tout ça c'est validé, bon, mais entre-temps, ça doit être présenté aussi au Congrès, tout ça. Voilà, si tout ça c'est validé, alors on procède après à la signature formelle entre donc, le gouvernement du Burkina et le NCC. Ça c'est prévu pour fin juin, début juillet. S'en suivront la phase préparatoire et la mise en place du Millennium Challenge et compte. Les investissements sont donc espérés pour 2021. L'interconnexion devra être également améliorée par la mise en œuvre d'un compact régional qui influera sur le coût de l'électricité grâce à l'apport en énergie de qualité en provenance d'autres pays de la sous-région. Changement total de cap et on parle maintenant de politique. L'ADF-RDA dans une dynamique de mobilisation de ses militants pour les élections générales à venir et toutes les occasions sont mises à contribution. Celle de la cérémonie d'installation du bureau provincial de la jeunesse du Houé a drainé de nombreux militants, surtout Justin Daviré. Gilbert Noël Ouédraogo peut compter sur la jeunesse de son parti dans le Houé pour l'élection présidentielle de 2020. Une jeunesse qui lui a réservé un accueil triomphal ce dimanche 15 décembre au cours de la cérémonie d'installation du bureau de la jeunesse provinciale de l'ADF. Au nombre de 26, avec comme président Magloire Zerbo, les nouveaux membres du bureau provincial de la jeunesse de l'ADF-RDA dans le Houé, aussitôt installés, ont déclaré leur soutien sans faille à la candidature de leur mentor à l'élection présidentielle de 2020. Voici cette clé, la seule qui ouvre la porte du palais de Kossiam. Autant la jeunesse nous fait confiance, autant nous vous accordons notre confiance. Alors, recevez cette clé, signe de notre engagement à vous installer confortablement sur le fauteuil présidentiel. Clé en main, le candidat Gilbert Noël Ouédraogo est désormais assuré d'avoir accès au palais de Kossiam en 2020 avec une jeunesse mobilisée derrière lui comme un seul homme. Mais pour y parvenir, Gilbert Noël Ouédraogo invite les jeunes de son parti à l'action sur le terrain. Les jeunes, tout a été dit. Vous êtes les plus valeureux. Vous êtes les plus dynamiques. Vous avez la force. Ne soyez pas paresseux. C'est un combat que nous devons mener. La conquête du pouvoir, comme on dit, le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. On ne donne pas le pouvoir. Et pour arracher le pouvoir, il faut se battre. Il faut être sur le terrain. Il ne faut pas seulement parler puis dormir. Il faut se battre. Donc je compte sur vous pour constituer une véritable armée de militants de l'ADF-RDA. Vous n'allez pas vous battre en allant frapper quelqu'un. Vous allez vous battre avec des idées.
Le président de l'ADF-RDA, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2020, a également réagi aux propos du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui aurait affirmé samedi au cours d'une rencontre avec les forces vives du centre-ouest que si l'insécurité et les attaques ne régressent pas au Burkina Faso, il n'y aura pas d'élection. Donc moi, je voudrais leur demander, au lieu de faire des meetings, de respecter leur serment, qui est celui de donner la paix dans notre pays, le Burkina Faso, et d'assurer la sécurité de tous les citoyens burkinabés. S'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables d'assurer cette paix, ils n'ont qu'à tirer les conséquences et laisser la place à d'autres personnes qui vont essayer. Au moins, on aura le mérite d'essayer une autre solution. Avant de prendre part à cette rencontre de la jeunesse de son parti, Gilbert Noël Ouedraogo était au CSPS d'Akaville, où il a échangé avec le personnel sur les difficultés qu'il rencontre. À la fin des échanges, le président de l'ADF-RDA a offert aux agents du CSPS du matériel de santé composé de blouses, de paires de chaussures, de cartons de savon et de sachets d'omo. Et pour terminer ce projet, le projet PRF qui a financé plus de 600 ménages vulnérables afin de réduire la pauvreté dans les régions de la boucle du Moun et du Nord. Eh bien, pour que cette aide connaisse un mieux suivi, l'ONG Save Children, qui en est l'initiatrice, a décidé d'impliquer les élus locaux, ce qui a fait l'objet d'un atelier de plaidoyer, surtout Justin Dabiré. En juin 2018, l'ONG Save Children a sélectionné 656 ménages vulnérables, dont 311 hommes et 135 femmes ayant des enfants de 6 à 15 ans. Ces ménages ont reçu un appui financier pour les activités génératrices de revenus à hauteur de 60 000 francs CFA par ménage dans le cadre du projet intégré de protection de l'enfant et renforcement de l'environnement familial et communautaire PRF. Tout ce que nous faisons, les enfants sont au cœur de cela. Et donc le fait de travailler avec les communautés, à renforcer les communautés, à renforcer les familles vulnérables, c'est de faire en sorte que par ricochet, ils puissent s'occuper de la meilleure façon qui soit des enfants. Aussi bien l'éducation, l'alimentaire, la santé. Et voilà pourquoi, comme vous l'avez suivi, à travers le cash, nous avons pu atteindre quand même des résultats qui sont probants et qui donnent l'envie d'aller plus loin. 93,19% des ménages enquêtés déclarent avoir investi l'argent du cash sur les enfants. Parmi ces ménages, 84,76% ont investi dans l'alimentation, 54,97% dans la santé, 65,36% dans l'habillement et 32,33% dans la scolarité. Pour Moussa Traoré, la prise en charge des enfants dépasse dans chaque rubrique une moyenne de 50%. L'implication des élus locaux dans l'organisation, la durabilité et la pérennisation de ces acquis est donc sollicitée à cet atelier de plaidoyer. Nos attentes, c'est que dans les plans de développement communaux, c'est vraiment le focus là, que ces aspects-là de protection sociale sensible des enfants soient en bonne place. Et ça permettra, dans une planification budgétaire, d'en tenir compte et de ne pas être surpris quand on aura besoin de mettre en œuvre des activités du genre. C'est très important et nous y tenons. Et les maires, je crois, les communes, avec les autorités régionales à leur tête, ont compris et nous sommes très fiers. Le projet intégré de protection de l'enfant et renforcement de l'environnement familial et communautaire PRF vise à réduire la pauvreté dans les régions de la boucle du Moun et du centre-nord. Jérémy Koukaou-Ouedraogo salue cette initiative et invite les élus locaux à prendre en compte la protection sociale sensible aux enfants dans leurs plans de développement communaux. Aux communes, c'est de prendre cette approche-là et de l'intégrer dans leur plan de développement. Parce que quand on parle commune, on parle de gestion de la population et développement des collectivités. Mais une collectivité ne peut pas se développer si une grande majorité de cette population-là est croupie dans la misère. Débuté en 2009, le projet intégré de protection de l'enfant et renforcement de l'environnement familial et communautaire PRF est mis en œuvre dans les régions de la boucle du Moun et du centre-nord. PRF est un projet financé par le ministère finlandais des Affaires étrangères à travers l'ONG internationale The Children, Burkina Faso. Voilà, et c'est la fin de ce journal que j'ai pris grand plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve donc très fort probablement demain à 19h30. Merci de votre fidélité et à demain.